séance qui est organisée par le centre d'Alembert, un centre interdisciplinaire. Et cette année, nous avons choisi de faire une série de séminaires et un colloque sur la thématique de la sélection. Il y a déjà eu une séance en biologie où il y a été des questions, où on a fait le point sur la sélection naturelle au niveau moléculaire et également sur la sélection artificielle dans la gestion des semences. Vous pouvez voir ces présentations en ligne pour ceux qui sont intéressés. Donc ça, c'était pour la première séance. Les futures séances qui vont être organisées par le centre sont le 19 mars organisées en collaboration avec les STAPS sur la coopération et la compétition dans le milieu sportif. Le 25 mars, il y aura une séance organisée en collaboration avec des physiciens et astrophysiciens au sujet de la sélection des missions spatiales, on discutera de l'aspect technique, économique et de l'influence que cela a sur la production scientifique. Et une dernière séance organisée en collaboration avec les informaticiens du laboratoire de recherche en informatique autour de la sélection des données à l'heure du big data et comment la sélection influence un certain nombre de raisonnements plutôt du côté des corrélations plutôt que de la causalité. Donc la séance d'aujourd'hui est en lien avec les sciences de l'éducation, ça nous a paru important et d'actualité d'organiser cette séance-là et je donne la parole à Hélène Gisbert qui va vous présenter les intervenants. Merci. Donc, le thème de la séance d'aujourd'hui, c'est la sélection à l'école en France, comment et pourquoi faire. Et on a choisi de traiter cette question avec deux regards. Un regard de sociologue, donc qui sera le premier qui vous sera présenté, par Agnès Argentine, qui est directrice de recherche au CNRS et dans un laboratoire de Sciences Po, l'Observatoire sociologique du changement, et qui traitera, le titre est affiché, la sélection scolaire en France aujourd'hui, compétition ou parrainage. Donc, il paraît qu'Agnès Argentine est un auteur de référence pour les MEF STAPS, par contre beaucoup moins pour les MEF d'Orsay. Donc, je redonne un de ses derniers ouvrages, Les 100 mots de l'éducation. Vous pouvez comprendre que ça peut vous intéresser. Et puis, un que sais-je sur les politiques d'éducation en France, sur la question des marchés scolaires en France. Et donc, le sujet qu'elle va traiter aujourd'hui, compétition ou parrainage et les effets sur la sélection. Dans un deuxième temps, on vous propose un regard d'historien de l'enseignement, et donc ce sera Renaud Denfert que je vous présenterai. Ce que nous vous proposons, dans la mesure où ces deux regards se complètent, c'est que vous ayez, on fasse un premier exposé de 3 quarts d'heure à peu près avec Agnès Argentine, un second exposé, ensuite qu'on enchaîne les deux exposés, et que toutes vos questions, qui pourront à la fois aborder le regard historique et le regard sociologique pour penser aujourd'hui, on les pose ensuite et qu'on ait le temps d'un débat ensuite. Donc je passe la parole et le micro à Agnès Argentine. Merci, bonjour à tous et bonjour aussi à tous ceux qui sont venus écouter cette conférence. Je suis très contente donc de pouvoir présenter ce travail aujourd'hui. En fait, je ne veux pas faire directement allusion à des travaux de recherche précis, mais en fait je m'appuie à la fois sur mes enquêtes plus récentes qui ont porté sur la formation des élites, un travail en cours sur l'accès à l'enseignement supérieur, même si j'ai eu la consigne de ne pas
parler de l'enseignement supérieur, donc je ne parlerai pas beaucoup de l'enseignement supérieur, et d'autre part d'un travail un peu plus ancien qui était sur le choix de l'école et dans lequel je me suis beaucoup intéressée aux stratégies éducatives des familles. Mais ce que je voudrais plutôt faire, c'est une présentation à caractère assez général dans laquelle je vais faire allusion à des travaux qui ne sont pas les miens également. Alors d'abord, je voudrais vous proposer un modèle d'analyse. Donc peut-être le titre vous a laissé un peu perplexe, puisque compétition, on comprend bien, parrainage, peut-être moins directement à quoi ça fait allusion. Et donc là, je m'appuie sur le modèle d'un sociologue américain, Ralph Turner, qui a écrit un article qui est a été très connu à un moment donné, après pendant un certain temps, on l'a oublié et que l'on reprend souvent aujourd'hui. Donc, c'est un article qui traite donc des deux modèles idéaltypiques qui sont le modèle de la compétition, ce qu'il appelle en anglais contest mobility, et le parrainage, donc sponsor mobility. Et donc, il le conçoit donc comme deux modalités de mobilité ascendante par l'école. En fait, dans la conception initiale de Turner, compétition et parrainage étaient plutôt des normes régulatrices, c'est-à-dire qu'il disait les systèmes d'enseignement sont plutôt orientés vers la compétition ou orientés vers le parrainage. Mais à partir du moment où on s'est mis, et Turner lui-même, mais aussi les gens qui se sont inspirés de son modèle, à faire plutôt des études empiriques, on est venu beaucoup plus à se centrer non seulement sur les représentations, autour de la compétition et du parrainage, mais autour de l'inscription de ces conceptions dans les institutions et comment les institutions fonctionnent plutôt sur le modèle de la compétition, plutôt sur le modèle du parrainage, comme des canaux de mobilité au sein du système d'enseignement. Alors, je vous ai mis là une version extrêmement synthétique du modèle de Turner. En ne reprenant pas tous les éléments, il y a d'autres éléments qui sont très intéressants, mais là j'ai repris juste pour vous donner l'idée la plus centrale. Donc, dans l'opposition de ce modèle, mais vous savez, la compétition est un modèle des sociétés et un modèle d'école dans lequel le statut est conquis grâce à des efforts personnels. Donc, au cœur de ce modèle, il y a la compétition entre les individus pour atteindre certains statuts. Et la métaphore sous-jacente, c'est celle de la course sportive. Donc, tout le monde est dans une position d'égalité au départ, que le meilleur gagne. Et donc, on est dans cet état d'esprit et cela s'inscrit donc dans les institutions. Dans le modèle du parrainage, le statut n'est pas conquis. Il est conféré, il est octroyé en fonction des qualités que les groupes dominants ou les élites en place jugent que ce sont les qualités que l'on doit trouver vers ceux qui sont destinés notamment à occuper les statuts les plus élevés. Donc le modèle n'est pas du tout celui de la compétition, c'est celui de la cooptation. Et la métaphore sous-jacente est celle du club, c'est-à-dire qu'on entre dans le club avec des recommandations par cooptation par les membres. Et donc, dans le modèle des carrières scolaires, dans la façon dont ça s'est traduit dans l'école, c'est que dans le modèle de la compétition, on a le modèle de la course. Je vais revenir sur une ambiguïté de Turner sur le type de compétition à laquelle on a affaire, mais l'idée, c'est effectivement qu'on a les élèves sont conçus comme étant dans une position d'égalité dans des carrières scolaires à l'intérieur du système d'enseignement et on se focalise beaucoup sur les procédures et les règles qui permettent que la compétition soit équitable, notamment par exemple sur l'équité des examens, donc tout le monde dans une position d'égalité avec le même type d'examen, dans les mêmes conditions, etc. Et dans le modèle du parrainage, on est au contraire dans un modèle de sélection précoce des élus dans des filières qui vont permettre l'accès à certaines positions, à certains statuts. Et donc la focalisation est sur une préparation précoce, une anticipation des positions, des positions que les personnes vont occuper, puisqu'on peut prédire très largement les positions qui vont être occupées par les personnes. Et
il y a d'autres aspects que j'aurais pu évoquer, mais un aspect intéressant, c'est comment on obtient l'adhésion à ce modèle. Donc, dans le modèle de la compétition, eh bien, l'adhésion s'obtient par une forme d'insécurité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas en principe qui va arriver jusqu'au bout, et toutes les positions peuvent être remaniées en permanence, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être premier, mais peut-être demain, vous serez troisième, et peut-être dans 3 ans, vous serez 10e, etc. Donc, les positions peuvent changer au fil du temps et au fil des épreuves, de la nature des épreuves, etc. Et en même temps, c'est un système donc, qui génère beaucoup d'insécurité parmi les individus qui en font partie, mais en même temps, il y a une adhésion forte au système parce que le système paraît ouvert, parce que le discours du système, c'est ouvert à tous, donc à tous ceux qui veulent concourir peuvent participer à la course. En revanche, dans le modèle du parrainage, donc, on a un modèle assez différent dans lequel l'adhésion s'obtient d'une part par le fait que ceux qui ont été présélectionnés dès le départ sont endoctrinés dans les valeurs de l'élite et des statuts supérieurs qu'ils vont occuper, et donc il y a une adhésion très forte par une socialisation intense et précoce dans ces valeurs-là. Et l'adhésion du reste de la société qui pourrait se révolter contre ce modèle, puisqu'il y a une sélection précoce des élus qui fait qu'il y a une fermeture très grande, c'est de convaincre les autres de leur incompétence. C'est-à-dire, vous n'êtes pas partie des élus parce que vous n'avez pas les compétences requises pour faire partie du petit groupe. Donc, vous voyez ces deux modalités à ce niveau-là d'abstraction qui sont très contrastées. Alors, Turner a utilisé ce modèle pour analyser, c'est une comparaison entre le système américain et le système anglais. Et c'est très important de savoir que Turner était américain. Donc, le modèle anglais est décrit comme le modèle le plus proche du modèle du parrainage ou de la cooptation. Donc, on a un modèle d'un système d'enseignement qui est organisé autour de cette idée fondatrice de la cooptation avec des filières précoces, cet endoctrinement précoce de l'élite, etc. Et à côté de ça, on a un modèle américain qui est l'ouverture à tous et donc on est dans le modèle de la course, etc. Alors, quand Turner a écrit cet article, immédiatement après sa publication en 1960, donc ça fait fort longtemps maintenant, il y a eu des critiques assez fortes, et notamment des chercheurs anglais assez connus ont immédiatement dit que c'était une caricature du système anglais, parce que justement au cours des années 50, le système éducatif anglais s'était beaucoup ouvert, avait introduit beaucoup d'éléments méritocratiques, il y avait notamment un examen qu'on prenait après l'âge de 11 ans, qui s'appelle l'Eleven Plus. Et cet examen permettait notamment aux élèves des milieux populaires d'accéder à ce qu'on appelait les grammar schools, qui était une sorte d'école d'élite et à laquelle mais dans l'enseignement public, qui n'était pas les écoles privées. Et donc, c'était un système qui combinait des formes de méritocratie, donc d'ouverture méritocratique et des cooptations. Et bien sûr, par la suite, il y a eu beaucoup d'articles sur le système américain montrant que le système américain n'était pas aussi vertueux, puisque dans l'idée sous-jacente de Turner, bien que le modèle soit un modèle théorique, ce n'est pas un modèle normatif, mais on sent bien que Turner est beaucoup plus favorable au modèle de la compétition, en montrant que finalement le modèle américain est très biaisé et qu'il y a beaucoup de formes de cooptation qui se sont développés dans ce système. Moi, ce modèle m'a intéressé, et notamment dans le cas français, parce que je pense que le cas français est particulièrement intéressant, parce que c'est un modèle qui regroupe les deux de façon extrêmement forte. C'est-à-dire que le système français, malgré tous les changements qu'il y a eu dans le système anglais, et quand même l'idéal de la méritocratie est plus fort qu'en Angleterre, parce que c'est un idéal qui est vraiment avec un moment fondateur de la Révolution, avec une société qui a une grande défiance vis-à-vis de ses élites, et donc le modèle de la compétition est très très fort.
Mais c'est un modèle qui, comme la société anglaise, était une société aristocratique, une société des statuts, et dans laquelle le modèle du parrainage est également très présent. Donc ça offre un contraste très intéressant du point de vue de la recherche, même si aujourd'hui on peut étudier le système américain, le système anglais, le système espagnol, enfin on peut, dans tous les pays, on va trouver des composantes relevantes de ces systèmes avec des traits distinctifs selon les pays. Donc moi, dans la façon dont j'ai essayé d'utiliser ce modèle, un premier élément, c'était prendre pour point de départ qu'aujourd'hui, on est dans une coexistence de ces deux modalités. Donc, ces deux modalités coexistent au sein d'un même système. Un autre aspect qui était important pour pouvoir utiliser Turner de façon efficace aujourd'hui, parce que je crois beaucoup au fait que quand on a des modèles forts, on peut continuer à se les réapproprier dans le temps, mais en même temps, il faut tenir compte des changements qui se sont opérés dans le système et aussi de toute la production scientifique qui nous permet de regarder ces systèmes de façon un peu différente qu'à l'époque de Turner. Donc, une façon de se réapproprier cela qui était importante pour moi, c'était de dissiper une ambiguïté qui parcourt tous les textes de Turner entre une vision de la compétition qui est une vision d'une compétition très ouverte et qui renverrait à ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt une école inclusive, c'est-à-dire dans certains aspects des textes de Turner, la compétition, c'est tout le monde est maintenu dans la course, c'est-à-dire que même si vous perdez, à telle épreuve, vous n'êtes pas éjecté, vous continuez à concourir. Donc, il y a tout le temps, les gens sont maintenus dans le système jusqu'au bout. Et à certains moments, il reprend certaines idées qui renvoient plutôt à ce qu'un autre collègue qui a travaillé après en reprenant les travaux de Turner a appelé le tournoi, c'est-à-dire une compétition fermée dans laquelle à chaque épreuve il y a une partie des perdants qui sont retirés de la course, de sorte qu'à la fin il reste juste un petit groupe qui est en train de concourir pour les meilleures places. Et donc c'est à cette compétition fermée à laquelle je vais le plus m'intéresser. Et donc, c'est deux choses assez différentes, de parler d'une école inclusive et parler effectivement d'une logique des tournois. Mais dans les textes de Turner, il y a une ambiguïté permanente. Certains aspects qu'il évoque du système américain renvoient plutôt à cette dimension très inclusive et d'autres aspects à cette compétition très violente et une compétition fermée. L'autre aspect que je pense avoir apporté modestement moi-même une nouvelle pierre à l'édifice, c'est d'avoir, dans le modèle de Turner, quand il parle des parrainages, donc de ce soutien à un petit groupe, il parle surtout d'un soutien par l'institution, c'est-à-dire comment la façon dont fonctionnent les institutions scolaires, mais aussi les institutions sociales de façon plus générale, vont aller dans le sens de parrainer certains et laisser certains de côté. Moi, ce qui m'a intéressé, et j'ai fait le lien avec tous les travaux que j'évoquais tout à l'heure rapidement sur les stratégies des familles notamment, c'est de distinguer le parrainage institutionnel et le parrainage familial, pour montrer que dans les systèmes, il y a à la fois un soutien à certains groupes par les institutions et un soutien par les familles, et que voilà, ces deux choses, bien sûr, se combinent étroitement, mais sur le plan analytique, il est important de distinguer ces deux dimensions. Alors maintenant, donc, je voudrais, dans un premier temps de ma présentation, qui sera un peu plus long, enfin dans un deuxième temps, qui sera un peu plus long que le troisième, mais centré donc sur ces aspects des compétitions. Mais je reviendrai donc dans la troisième partie un peu sur les aspects des parrainages, parce qu'on ne comprend pas tous les aspects de la compétition si on ne comprend pas la logique parallèle des parrainages dans le système. Alors, pourquoi peut-on dire que la compétition fermée est une caractéristique forte du système éducatif français? En même temps, il faut tenir compte que, comme la plupart des systèmes d'enseignement, les aspects les plus brutaux, peut-être les plus visibles de certaines formes des compétitions, se sont atténués au fil de temps, et nous le verrons peut-être avec la présentation tout à l'heure, qu'il y a eu quand même des changements importants qui sont allés plutôt dans le sens d'atténuer les formes les plus brutales des séparations. Ces formes les plus brutales étaient d'une part l'existence des filières extrêmement distinctes
et des filières qui, en France, pendant très longtemps et jusqu'aux années 60, on a eu effectivement, de façon très idéaltypique, deux systèmes très distincts, en fait, dont la réalité, il y avait plus de complexité que cela, mais on pouvait dire qu'il y avait d'un côté l'école du peuple, avec donc l'école primaire comme le cœur de cette école, avec donc les écoles primaires supérieures, etc., et qui finissait donc dans, je reprends la distinction assez caricaturale de Baudelot et Stablet dans l'école capitaliste en France. Donc il parlait du réseau PP et du réseau SS. Donc le réseau PP, c'était primaire professionnel, et le réseau SS, c'était secondaire supérieur. Et donc ici, on avait les classes populaires, et dans le secondaire supérieur, on avait les catégories favorisées. On ne parlait pas du primaire ici, parce que vous savez qu'on parlait du petit lycée. Donc on était déjà dans le lycée quand on était à l'école primaire, quand on était ici. Et ici, ça s'appelait vraiment l'école primaire. En fait, c'est une représentation assez caricaturale, je n'entre pas dans le détail, n'étant pas historienne moi-même, etc. Mais il y avait des enseignements intermédiaires qui ont commencé à apparaître au XIXe siècle, etc., qui font que ce n'est pas aussi caricatural que cela. Mais malgré tout, il y avait quelque chose de très brutal dans la séparation précoce des enfants dans différentes filières, et la très forte difficulté parce qu'il n'y avait pas de passerelles simples d'un système à l'autre. Par exemple, l'âge d'entrée ici dans le secondaire ne correspondait pas à la fin d'études primaires ici, etc. Donc il y avait beaucoup de difficultés, et le système français jusqu'à aujourd'hui, malgré ce qu'on dit dans les salons de l'enseignement supérieur que j'étudie beaucoup en ce moment, il y a très peu de passerelles dans le système d'enseignement, même si on ne nous parle que de ça aujourd'hui. C'est un système quand même qui se caractérise beaucoup par des formes de cloisonnement. Et donc, ça, c'était une forme très, très brutale, et il y a eu une atténuation forte de ces formes brutales jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on a assisté d'abord à une atténuation, puisque l'école primaire est devenue l'école pour tous, donc on n'a plus les petites classes des lycées. On a petit à petit développé ce qui est venu s'appeler le collège unique, donc le même enseignement secondaire moyen pour tous, un lycée qui est aujourd'hui fréquenté par une grande partie de la classe d'âge concernée. Reste une division forte entre le lycée général et technologique et le lycée professionnel, mais vous voyez, si vous analysez la dernière réforme du baccalauréat, dans laquelle il y a formellement une atténuation à nouveau des filières, au moins au niveau des LGT, puisqu'on sort du système des filières L, ES, ES, et on va passer à un système des spécialités, etc. Donc, un tout petit peu l'histoire du système d'enseignement, mais ce n'est pas caractéristique de la France, on le retrouve dans beaucoup de pays, c'est une atténuation de ces formes très brutales qui constituaient des formes de parrainage, c'est-à-dire que quand vous étiez dans le secteur SS, eh bien, vous étiez aspiré vers le haut, et quand vous étiez dans ce réseau, eh bien, vous avez beaucoup de mal à pouvoir bifurquer et intégrer les positions auxquelles donnait lieu ce type de formation. Une autre chose qui s'est beaucoup atténuée, c'est le poids des examens. Donc pendant très longtemps, par exemple, il y avait en France, comme l'Eleven Plus, dont j'ai fait allusion tout à l'heure en Angleterre, il y avait en France, par exemple, un examen d'entrée en sixième. Il y avait donc des examens qui constituaient une barrière. De plus en plus, on voit qu'aujourd'hui, le baccalauréat n'est pas la barrière qu'il a été. On a commencé à atténuer sa force avec la massification, avec la transformation même des conditions de l'examen. On l'a atténué encore plus dès lors qu'on a mis la sélection à l'entrée dans le supérieur avant le passage par le baccalauréat. Bien sûr, le baccalauréat demeure une barrière puisqu'il faut avoir le baccalauréat pour poursuivre des études supérieures, mais son poids de barrière s'est beaucoup atténué par rapport à ce qu'il a été. Donc il y a aussi cette façon assez brutale donc, dans le système d'effectuer la sélection qui se sont atténuées. Ce qui ne veut pas dire que la sélection elle-même s'est atténuée, c'est les modalités qu'elle prend qui sont devenues plus soft. Mais la sélection elle-même demeure assez violente, mais elle prend des formes plus déguisées et donc du coup parfois plus difficiles à observer donc qu'elle ne l'était autrefois. Alors,
Un premier point important sur lequel on insiste beaucoup quand on compare le système français à d'autres systèmes d'enseignement, c'est par exemple le fait que même s'il y a une atténuation des examens, etc., le poids de la notation reste en France très très fort. Déjà, le nombre de contrôles qu'ont les enfants dès l'école primaire est massif par rapport à d'autres systèmes d'enseignement où dans certains on ne fait pratiquement pas de contrôle à l'école primaire. Alors qu'en France, on commence avec la dictée, que souvent dans certaines écoles primaires qui n'ont pas beaucoup évolué, on note encore des 1 à 10, même parfois dans certaines écoles très traditionnelles des 1 à 20, on note à la virgule près, et donc on fait des distinctions extrêmement fines entre les élèves, alors qu'on a d'autres systèmes dans lesquels on a des couleurs, on a des lettres, on n'a pas de notation du tout, donc c'est un système d'enseignement à l'école primaire. Alors c'est vrai qu'en France, il y a des changements. Aujourd'hui, je serais incapable de dire combien d'écoles primaires utilisent un système de lettres, combien utilisent d'autres systèmes, etc. Mais il y a encore quand même une présence très très forte, une attention très très forte à la notation comparativement à d'autres systèmes. Même l'introduction du livret de compétences, même à l'école maternelle, on a tellement découpé des items dans cette évaluation des compétences, etc., que plutôt que d'en faire une approche globale, puisque c'était supposé être une approche beaucoup plus globale que l'approche par connaissance, en fait, on décortique la moindre petite compétence des enfants, etc., et donc ça devient à nouveau une sorte de test, une compétition, une comparaison entre les enfants. Alors, cette notation est utilisée d'abord pour repérer les erreurs, ça je ne l'ai pas bien indiqué là, mais c'est d'abord effectivement une insistance très forte sur l'erreur. Alors que d'autres systèmes insistent sur le progrès, le système français a tendance très très fortement à insister sur les manques, sur les difficultés, etc. Je me souviens, moi qui ai connu le système français assez tardivement, parce que vous l'avez pour te remarquer dans mon accent, je suis vénézuélienne d'origine, donc j'ai fait ma connaissance du système français quand j'étais en Suisse, donc en classe de seconde, et j'avais toujours été une très bonne élève, et donc la première fois que je commençais, donc j'avais une première dissertation, le rire est le propre de l'homme, donc effectivement c'était un choc culturel très fort pour moi, qui avait fait toujours que des compositions, mes vacances, ma maison, etc. Et donc j'ai eu 3 sur 20, et donc je suis allée voir l'enseignante, donc je lui ai dit, mais je suis surprise quand même, etc. Il m'a dit, donc de toute façon, elle m'avait noté toutes les fautes que j'avais faites, toutes les choses qui posaient problème, etc. Mais à la fin, elle m'a dit, mais ne vous faites pas de soucis, vous êtes en train d'être comparé aux plus grands écrivains de France, donc ne vous faites pas de soucis, votre 3, ça vaut par rapport à qui vous êtes comparé. Donc d'une certaine façon, j'étais rassurée, je me dis effectivement, si je suis comparée comme ça, effectivement, c'est pas si grave. Donc, du coup, voilà, il y avait une forme de violence, et d'ailleurs, elle avait une pratique, là je reviens au deuxième point, qui est une pratique qui heureusement disparaît fortement parce qu'on sait qu'elle a des effets très négatifs sur les élèves, elle lisait toujours les notes à haute voix et elle commençait effectivement pour les élèves qui avaient les meilleures notes jusqu'à ceux qui avaient les notes les plus basses, et en plus elle lisait des morceaux de dissertation pour rigoler des fautes que les personnes avaient faites, que ce soit des contenus ou des formes, etc. Et heureusement, on était un groupe classe très solidaire, et donc les gens ne rigolaient pas des autres, et donc ça ne crée pas un mauvais climat, mais ça peut tout à fait s'apparenter dans certains contextes à des cérémonies de dégradation des mauvais élèves qui reçoivent cela. Donc il y a une tradition très très forte de créer des hiérarchies à partir des notes, et d'ailleurs les élèves français savent toujours très très bien se situer dans la classe, alors que quand vous interrogez des élèves dans d'autres pays, il y a des enquêtes intéressantes là-dessus, ils ne savent pas toujours très bien où ils se trouvent. Les élèves français, ils savent toujours dire je suis dans la classe poubelle et je suis moyen. Ils savent toujours dans quelle classe ils sont, ils savent très bien quel est le niveau qui leur est attribué, etc., pour le meilleur et pour le pire, parce qu'on peut effectivement discuter qu'il y a quelques avantages de savoir où on se situe aussi. Et aussi, il y a tellement de contrôles, tellement de notes, que finalement les élèves commencent à voir les notes
pas pour un travail en soi, mais pour une rétribution qui est la note. Donc la note est une récompense ou une punition. Une collègue sociologue, Anne Barrère, elle a écrit un livre qui s'appelle « Les lycéens au travail ». Dans ce livre, elle décrit comment beaucoup d'élèves, notamment des milieux populaires, fonctionnent avec ce qu'elle appelle une équivalence travail. Donc tout travail mérite une note, parce que toute note est une forme de récompense, etc. Et donc, on rentre dans une logique de ce type qui est très présente dans le système, etc. En sachant que ce système, qui était très promu aussi par les jésuites, par exemple, dans certains types d'établissements privés, c'est un système aussi dans lequel la compétition entre élèves est un mode de régulation de la classe. C'est-à-dire que notamment, par exemple, tous les problèmes de discipline, etc., sont en partie régulés parce que les élèves sont en permanence en compétition les uns avec les autres. C'est une compétition organisée comme méthode pédagogique en tant que telle qui permet à la fois au système de repérer les meilleurs, et aussi de réguler tout ce qui se passe dans la classe en faisant tout le temps intervenir des compétitions. Mais bien sûr, ce système ne fonctionne que si les élèves pensent qu'il y a un enjeu à participer à la compétition. Or, qu'est-ce que l'on constate? Moi, j'avais écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle « L'école de la périphérie », c'est que quand on travaille dans un certain nombre d'établissements où beaucoup d'élèves sont en situation d'échec, eh bien à partir d'un moment, ils ne voient aucun intérêt à participer à la compétition et ils se retirent d'une façon ou d'une autre de la compétition. Soit ils décrochent en classe, soit ils ne viennent plus à l'école, soit ils perturbent la classe, etc. Mais c'est quand même, dès lors que vous êtes dans un établissement où il y a suffisamment de bons élèves, la compétition entre élèves est une méthode pédagogique qui peut fonctionner de façon assez efficace. Un autre élément du système français qu'on pointe souvent dans les enquêtes, même si c'est quelque chose qui s'est beaucoup atténué, qui est un peu la conséquence de cette importance donc accordée à la notation très fine des progrès, etc., c'est le redoublement. C'est-à-dire que dans d'autres systèmes, bien sûr, dans tous les systèmes, il y a des élèves qui ont plus de difficultés que d'autres. La façon dont on règle cette situation varie très fortement entre les systèmes. Or, dans certains systèmes, comme le système français, c'est le cas aussi de système belge par exemple, on a beaucoup utilisé le redoublement et donc c'était vraiment, il fallait tout reprendre depuis le début parce que l'idée c'est que soit vous avez tout, si vous n'avez pas tout, vous n'avez rien et vous recommencez dès le départ. Alors qu'on peut imaginer des modèles dans lesquels on tient compte, on se dit mais tel élève, il est très bon dans telle matière ou certains aspects de cette matière sont très bien compris et donc on va juste faire un rattrapage dans tel ou tel module de connaissances ou dans telle discipline seulement. Le modèle français, pendant longtemps, même s'il y a une atténuation forte des taux de redoublement depuis un certain nombre d'années, a été plutôt dans le fait soit vous avez tout, soit vous recommencez. Et effectivement, comme en plus c'était un modèle qui n'était pas pensé au sein de l'institution globalement, c'était un système qui était globalement peu efficace. Alors il y a tout un débat sur le redoublement, donc je ne vais pas entrer dans une querelle qui est intéressante parce que d'ailleurs, plus la connaissance progresse, plus on se rend compte qu'il y a des modes de redoublement qui peuvent être efficaces, etc. Mais globalement, dans le modèle français, ça s'est avéré largement inefficace. Surtout si vous redoublez les petites classes, il y avait pratiquement très peu de chances pour que vous intégriez les circuits d'élite par la suite, parce que qui redouble, redoublera. C'était quasiment donc une forte prédiction qu'on pourrait faire. Alors, notre aspect important, c'est qu'au fur et à mesure donc, qu'on a atténué la différence, donc quand il y avait des établissements différents, vraiment des filières au sens très fort du terme, à partir du moment, et c'est concomitant, c'est-à-dire au moment où on a commencé à créer le collège unique, on a inventé l'orientation. D'ailleurs, c'est un terme qui est intraduisible dans beaucoup de langues parce qu'on ne pratique pas l'orientation, donc les gens ils ne savent pas vraiment qu'est-ce que c'est tout à fait que l'orientation. Ils savent qu'il y a des transitions, mais tel que c'est conçu comme dans le modèle français, c'est un peu caractéristique du système. Alors, un aspect, là j'ai commencé par un aspect qui est plus récent, mais qui fait partie pour moi de cela, c'est qu'à partir notamment des années 80, on a mis en place, pour
justement pour compenser le fait qu'on a atténué les redoublements. Donc il fallait toujours que faire avec les élèves qui étaient en difficulté, qu'est-ce qu'on fait de cette population. Et donc à la place des stratégies plus brutales comme le redoublement ou comme l'éjection totale du système pour les élèves qui sortaient du système parce qu'ils avaient sorti de l'âge de la scolarisation obligatoire, on a mis en place des dispositifs. Donc c'est devenu un mot-clé dans le système. Donc le premier dispositif qu'on a créé, on peut dire qu'il y a des plus ambitieux, c'est les zones d'éducation prioritaire. Par la suite, ces dispositifs sont moins ambitieux, c'est-à-dire ils ne concernent pas des réseaux d'établissements, ils ne concernent pas des établissements en entier, mais ils concernent une classe, certains élèves dans la classe, etc. Donc on a mis en place tout un ensemble de dispositifs pour gérer les difficultés des élèves. Donc là, je vous ai mis quelques-uns. Donc dans les années 80, on avait les classes, par exemple en quatrième, d'aide et soutien. Après, on a créé dans les années 90 les classes relais. Après, aujourd'hui, on a je n'arrive pas toujours à retenir les sigles, le programme personnalisé des réussites éducatives et les programmes d'accompagnement personnalisés. Donc, à chaque fois avec des nouveaux sigles, etc. Donc, ce sont des dispositifs pour aider les élèves avec l'idée que ce n'est pas utile de les faire redoubler, mais qu'il faut les accompagner de façon spécifique. Et sur le papier, ça a l'air assez séduisant, c'est-à-dire qu'on met en place effectivement des façons d'aider les enfants. Le problème en France, c'est que la plupart des dispositifs qui ont été imaginés sortent les élèves de la classe. Et ce qu'en France paraît, pour beaucoup d'enseignants, quand je leur dis, mais tous les dispositifs sont de la classe, ils n'arrivent pas à imaginer qu'on peut avoir des dispositifs dans la classe. Ou par exemple, moi, il m'est arrivé, quand j'étais professeur invité en Finlande, d'aller observer des classes en Finlande. Et en Finlande, il y a beaucoup de classes dans lesquelles les dispositifs d'aide sont dans la classe. Donc, il y a un deuxième enseignant qui s'assied avec les élèves qui ont les plus de difficultés et qui tourne et qui travaille avec eux et puis qui leur répète, par exemple, des élèves d'origine immigrée, etc. Donc, c'est un dispositif qui est intégré dans la classe. Dans le modèle français, les élèves sortent de la classe. Donc, en général, soit c'est fait après la classe, donc ça décourage énormément les élèves qui, en plus de tout ce qu'ils ont déjà eu dans des classes dans lesquelles ils sont en échec, on leur dit tu restes 2 heures de plus pour le dispositif X, soit on les sort de la classe et on les prive de ce qui se passe dans la classe. Et en fait, les quelques enquêtes dont nous disposons, certains dispositifs sont très récents, donc on n'a pas beaucoup d'enquêtes. Par exemple, sur les classes relais, les travaux dont nous disposons montrent que les élèves qui ont bénéficié des classes relais, pour la plupart, sont sortis du circuit normal qui mène donc au normal, en tout cas du circuit d'élite. Donc, ils n'ont jamais réintégré le circuit parce qu'en fait, ils s'ensuit une logique de prise en charge du dispositif, c'est-à-dire une sorte d'effet pervers, c'est qu'une fois que vous êtes dans un dispositif, vous passez à un autre dispositif et à un autre dispositif, et quand les dispositifs scolaires sont finis, vous tombez dans les dispositifs d'insertion professionnelle, etc. Et il y a des élèves, il y a certains collègues qui ont écrit là-dessus, qui ont une carrière entière des dispositifs en dispositif en dispositif et qui n'ont jamais réintégré le système. Donc, c'est une façon effectivement de préserver l'élite en faisant une prise en charge de tous les autres qui sont en grande difficulté par des dispositifs qui sont censés les aider. Sur le papier, on a l'impression que c'est très bien parce qu'on apporte une aide, on apporte un soutien, mais malheureusement, dans la pratique, beaucoup de dispositifs n'ont pas fait leurs preuves. Je dis ça avec prudence parce qu'après, il faut comparer les dispositifs entre eux selon la façon dont ils ont été mis en œuvre, mais globalement, c'est plutôt l'idée qu'on a. En plus, ça rajoute souvent de la stigmatisation. Parce que les élèves qui sortent de la classe parce qu'ils ont besoin de soutien, ils sont immédiatement repérés par leurs camarades. L'enseignant lui-même perd un peu confiance dans la capacité de cet élève, puisqu'on lui a indiqué que c'était un élève en difficulté, etc. Et donc, ça rajoute en plus perte de confiance de l'élève en soi. Après, une autre partie du système, c'est l'orientation. Donc, on a, comme j'ai dit, un peu effacé ces frontières très, très fortes, très étanches, ici, ces barrières, mais il existe, voilà, je ne sais pas comment faire pour que... Ah non, vous ne le voyez pas, moi je vois un message ici d'erreur. Donc, voilà, donc on voit que c'est un peu atténué, mais il y a quand même encore des paliers d'orientation très forts en France,
à l'issue de la classe des troisièmes, il y a quand même une très forte division entre les élèves qui vont au lycée général et technologique et ceux qui vont au lycée professionnel, malgré les changements du lycée professionnel récent qui donnent accès au baccalauréat professionnel, qui en théorie donne accès à l'université, mais ça c'est une autre histoire. Et vous avez encore le palier à l'issue de la classe des secondes jusqu'à l'année dernière où vous aviez les filières donc à l'issue de la classe des secondes, et vous avez un enseignement supérieur en France qui est peut-être parmi les plus fragmentés et hiérarchisés au monde. Dans tous les systèmes, il y a une forme de hiérarchisation plus ou moins forte ou plus ou moins atténuée, mais la France, ce n'est pas seulement dans l'enseignement supérieur qu'il existe cette hiérarchisation, mais qu'elle est concrétisée dans des établissements, des statuts très différents, grandes écoles, universités, IUT, BTS, etc. Donc vous avez quelque chose de particulier. Alors, je vais aller un peu plus vite. Pour finir, pour ne pas être trop longue, je voudrais vous dire qu'il y a donc un système dans lequel il y a une compétition organisée, dans lequel, en plus, je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas allonger trop mon propos, mais on peut aussi travailler sur la croyance qu'ont les acteurs dans la compétition, dans les vertus de la compétition, dans l'importance, dans le fait que le système est méritocratique, qu'il est ouvert, etc. Donc ça joue beaucoup dans le système. Et en même temps, parallèlement, vous avez un système dans lequel il y a un très fort parrainage institutionnel et social. Alors, ce parrainage, il peut être décrit de différentes façons. Une forme qui Pierre Bourdieu, dans ses travaux sur la reproduction, a rendu célèbre, c'est la formule « une école indifférente aux différences ». C'est-à-dire qu'on est dans le modèle de la course, mais dans laquelle on fait comme si tous les élèves étaient en position d'égalité au départ. Et donc, comme l'écrit donc Bourdieu et Passeron dans la reproduction, en traitant comme égaux des élèves inégaux, l'école participe très fortement à la reproduction des inégalités. Donc, il y a un parrainage institutionnel de facto au nom de la compétition. C'est-à-dire, on vous dit, tout est ouvert, c'est la même chose pour tous, c'est le même programme pour tous, on ne discrimine pas en fonction de qui vous êtes, l'école publique, en tout cas, est ouverte à tous, mais en même temps, on traite comme égaux des élèves qui sont inégaux et en faisant cela, on entérine le fait que certains vont acquérir ce que l'école demande très vite. Parfois même, ils le savent sans aller à l'école, quand on pense aux enfants des classes supérieures dans les premières classes du primaire. Et les autres vont beaucoup peiner à atteindre les mêmes niveaux. Donc, c'est une forme de parrainage qui est dès le départ dans la non-reconnaissance des différences entre les élèves. Et ça, c'est un côté très important parce que ça va marquer toutes les carrières des élèves. Parce que, comme je vous dis, si vous redoublez le CP, ou pour le dire dans des termes plus modernes, si vous êtes orienté dans un dispositif à l'issue du CP, eh bien, vous avez des faibles chances par la suite d'intégrer le cursus d'élite, ou même un cursus plus moyen. Et il y a une autre façon donc, dont le système participe, c'est avec un biais social qui est donc souvent, par exemple, dans les épreuves d'orientation, il y a beaucoup de travaux qui montrent que dans l'orientation joue d'abord les facteurs scolaires, donc joue les notes de l'élève, joue l'âge des élèves, qui en France est un indicateur qu'à nouveau on peut prendre comme un indicateur de la force de la sélection, parce que non seulement il faut réussir, mais il faut réussir vite, parce que sinon on n'est pas aussi récompensé de la même façon. Mais donc, en plus de ces critères qu'on pourrait dire méritocratiques, donc des notes, bien que les notes incorporent le parrainage institutionnel qui fait que les bonnes notes sont acquises en partie grâce au fait qu'on a été socialisé dès le départ dans des familles qui avaient un capital culturel plus élevé ou plus faible. Mais en plus, il y a des biais sociaux dans l'orientation qui font qu'à note égale, on ne recommande pas les mêmes filières aux enfants. Avec un jugement qui peut paraître très pragmatique du côté des enseignants, c'est de dire tel élève qui est assez moyen,
Si je lui conseille d'aller dans une filière très exigeante, ses parents ne vont pas pouvoir l'aider, il va se décourager, il manque un peu de confiance, alors que tel autre élève qui a la même note, bon, il a plus de confiance en lui ou en elle, et en plus, il va avoir beaucoup plus de l'aide de ses parents, et donc, il y a des biais sociaux dans l'orientation qui ont été clairement documentés. Il y a d'autres biais sociaux qui sont plus dans le quotidien de l'école. Donc moi, dans mon travail sur la formation des élites, je m'étais intéressée un tout petit peu de saut de classe, parce que par exemple, quand vous analysez le profil des élèves des classes préparatoires, il y a un pourcentage tout à fait important d'élèves qui ont sauté une classe, généralement les premières classes, etc. Donc, et ça, les enseignants les donnent comme un conseil, comme un avis aux parents dont ils pensent qu'ils vont accompagner la scolarité de leurs enfants. Par ailleurs, le système propose, et c'est à ça que je me suis beaucoup intéressée dans mes recherches récentes, des parcours privilégiés dans le système. J'avais fait donc dans mon travail sur la formation des élites, on avait interrogé à peu près 400 jeunes qui étaient soit dans des très grandes écoles, soit dans des classes préparatoires vraiment d'élite, et il n'y avait pratiquement aucun jeune qui avait suivi le circuit normal. Ils avaient tous été soit public-privé, soit public choisi, donc ils n'étaient pas allés au collège public du secteur, mais à un autre collège, à un autre lycée, et ils avaient tous cumulé toutes sortes d'options. Et vous savez qu'aujourd'hui, cette augmentation exponentielle des mentions très bien au baccalauréat, et j'ai regardé parce qu'en ce moment j'ai écrit un article sur les sites web des établissements d'élite en France et en Angleterre, et donc j'ai regardé les chiffres pour les grands lycées parisiens, et donc on est autour des 70 à 80% de mentions très bien dans un certain nombre des lycées d'élite parisiens, et ce qui est obtenu par la qualité des meilleurs qu'on a sponsorisés et qui ont subi aussi des compétitions assez violentes dans le système, mais qui est aussi obtenu tout simplement parce qu'ils prennent plein d'options qui leur donnent des points supplémentaires, parce que le système opère dans le sens où, de façon opaque, sans que les acteurs en soient parfaitement conscients, ou alors on parle toujours des délits d'initiés en France, et ça a un sens, dans le sens où il faut être un usager très averti pour savoir quelle est la bonne classe qui vous donne accès. Vous pouvez prendre les classes musicales dès l'école primaire pour pouvoir aller aux classes CHAM, horaires aménagés en musique, au collège. Vous pouvez prendre bien sûr les options des langues qui sont très hiérarchisées. Vous pouvez prendre les classes européennes, vous prenez latin, grec, etc. Donc il y a tout un chemin qui se dessine dans des institutions qui sont supposées être homogènes, qui sont supposées proposer les mêmes enseignements pour tous, et c'est ce que j'appelle le parrainage institutionnel, c'est-à-dire un parrainage par les enseignants, par les biais qu'ils sont à l'égard de certains élèves, et un biais inscrit même dans le fonctionnement des institutions et dans la production des parcours diversifiés au sein d'un système supposé unifié. Et à cela se rajoute donc, en interaction très forte, le parrainage des familles que j'ai beaucoup étudié, mais sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, puisque ça renvoie à autre thématique que celle purement de la sélection, c'est-à-dire que les familles participent très très fortement à ce parrainage, tout en devant se caler sur la compétition, parce que les familles sont conscientes de la force de la compétition, et elles sont conscientes qu'en France, en plus, le système d'élite, comparativement à d'autres systèmes, il est resté extrêmement malthusien, ce qui a des conséquences catastrophiques, parce qu'aujourd'hui, comme l'enseignement public supérieur est resté tellement malthusien, eh bien, on voit naître des tas d'écoles privées, etc., qui absorbent les élèves, etc. Donc, les familles sont conscientes que la compétition est violente et que ce n'est pas totalement garanti. Mais ça les induit au contraire à être plus que jamais dans le parrainage de leurs enfants. Alors, il y a dès le départ ce que les familles font de façon quasiment inconsciente, c'est-à-dire que les familles qui appartiennent à des milieux culturellement favorisés, eh bien, elles veulent partager cet univers avec leurs enfants et le font de façon pas nécessairement délibérée. De toute façon, la socialisation familiale, elle n'est pas aussi méthodique que la socialisation scolaire. Donc, il y a
déjà cette préparation initiale qui est très très inégale et qui commence très très tôt. Je discutais avec des chercheurs à un moment qui travaillent sur le bébé, qui me disaient qu'ils peuvent reconnaître des différences de milieu social à l'âge de 6 mois, selon comment les bébés arrivent à suivre les mouvements des yeux, etc., des choses dont on voit des différences d'après eux. Je ne me suis pas moi-même penchée de très près sur ces recherches, mais en tout cas c'est très précoce. Et d'autre part, très tôt commence un accompagnement intense de la scolarité. Donc déjà, comme l'école française donne beaucoup de devoirs à faire à la maison, donc il y a toute une délégation à la famille d'une partie du travail scolaire. Et là, effectivement, c'est un mécanisme très producteur d'inégalité parce que les familles sont inégalement préparées à aider leurs enfants à la maison. Déjà inégalement préparés par leurs connaissances. Beaucoup donc, dans les enquêtes que fait le ministère de l'Éducation, dans les quelques enquêtes qu'il a faites auprès des familles, on voit que dès l'entrée en collège, plus de la moitié des parents des milieux populaires disent qu'ils ne peuvent pas suivre la scolarité de leurs enfants, qu'ils ne comprennent pas ce que leurs enfants sont en train de faire à l'école. Donc ça crée des très très fortes inégalités. Et après, il y a des inégalités encore plus subtiles dans la façon dont les parents ont des méthodes pédagogiques qui permettent que les enfants fassent les devoirs un peu en s'amusant, que ce soit moins dur, de leur proposer d'autres exercices, d'enrichir, d'aller au musée pour compléter les connaissances scolaires, etc. Et donc, ça finit par faire une énorme différence entre les enfants, sans compter le fait que, bien sûr, les parents qui ont les ressources financières peuvent payer des cours particuliers, peuvent payer des séjours à l'étranger, tout un ensemble de choses. À cela se rajoute le fait que, comme il y a ce parrainage institutionnel qui ne s'affiche pas en tant que tel, les parents, il y a des très fortes différences entre les parents dans leur capacité à faire les bons choix. C'est-à-dire, à chaque moment, quel est le bon choix d'établissement, d'options, de filières, de classes, d'enseignants même, quand on est à l'école primaire, etc. Donc, ça génère beaucoup d'anxiété chez les parents, parce qu'il faut être extrêmement vigilant pour que l'enfant reste toujours dans la course. Et le modèle français, c'est il faut qu'il reste dans la course. Donc, on est bien dans le modèle de la compétition, de la course, mais pour qu'il reste dans la course, il faut leur apporter toutes sortes de soutiens dans l'école et à l'extérieur de l'école. Et par ailleurs, ces parents ont beaucoup plus, les parents des milieux favorisés, ont beaucoup plus la capacité de faire pression sur l'école à des moments clés d'orientation, par exemple, pour que leurs enfants ne soient pas orientés dans des filières qui les font sortir du cursus d'élite. Et donc, pour conclure, je voudrais donc dire que j'ai essayé de vous montrer que le système éducatif français se caractérise par cette articulation très étroite et qui, à certains côtés paradoxal, mais qui, dont les deux aspects sont très forts, la compétition donc et le parrainage. Ces logiques ne se combinent pas de la même façon à tous les niveaux d'enseignement. Donc, si on veut faire un travail plus fin, on peut voir que la compétition et le parrainage, par exemple, sont moins visibles à l'école primaire. Ils restent encore plus diffus. Et au collège, on commence à voir se dessiner des formes de parrainage institutionnel avec des choix d'options, etc. Et il y a déjà des formes de compétition avec des examens, des contrôles qui ont un rôle beaucoup plus pénalisant sur le parcours des élèves. Puis quand on entre au lycée, ça devient déjà beaucoup plus marqué, etc. Donc on voit comment une augmentation de l'intensité à la fois de la compétition et du parrainage. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir comment ces processus se nourrissent l'un de l'autre. Donc, pour beaucoup, comme je disais tout à l'heure, des parents, des élèves, etc., le caractère très fermé, très violent de la compétition, pour un nombre très réduit de places, rend légitime les parrainages. C'est-à-dire qu'on s'est dit, moi je ne voudrais pas aider mon enfant, même si je suis un intellectuel et je souhaiterais que mon enfant soit totalement autonome, je ne peux pas me permettre de prendre des risques, donc il vaut mieux quand même qu'il prenne des cours particuliers, il vaut mieux que son père lui explique à nouveau l'exercice, parce que je ne peux pas me permettre, parce qu'à un moment donné, on va l'éjecter de la course, etc. Donc l'intensité de la compétition justifie les stratégies de parrainage au sein du système. De même que quand on va dans les établissements défavorisés, le fait qu'ils aient une petite filière d'élite
est justifié à nouveau par l'intensité de la compétition. On est déjà tellement défavorisé dans la compétition avec d'autres collèges que si on ne nous donne pas notre classe horaire aménagée en musique ou notre classe internationale, on va être très désavantagé. Donc les acteurs trouvent à justifier le parrainage par la violence de la compétition. Et à l'inverse, comme les acteurs du système sont conscients de l'existence de ces parrainages, ils mettent toujours la barre très haute pour la compétition. Donc, il faut que la compétition demeure très, très forte et que les exigences ne baissent pas pour que, effectivement, contrecarrer en partie la force de ce processus de parrainage au sein du système. Donc, d'une certaine façon, voilà, on est dans un système qui est très intéressant à étudier sur le plan sociologique à cause de la présence des éléments qui sont en apparence discordants parce qu'ils appartiennent à des modèles différents mais qui en fait s'emboîtent totalement dans le système, mais qui en même temps un système très problématique parce que la difficulté à changer, c'est à nouveau de comment changer en changeant ces deux aspects simultanément. D'autre part, et j'ai conclu comme une forme d'ouverture parce que je n'ai pas eu le temps d'évoquer cela. D'une part, je n'ai pas eu le temps d'évoquer comment cela se fait de façon très brutale à l'entrée dans l'enseignement supérieur, mais c'est sur quoi je travaille actuellement. Et d'autre part, quelque chose qui m'a beaucoup intéressée aussi, c'est que cette compétition et ces parrainages prennent des modalités différentes dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé. Par exemple, dans l'enseignement privé, il n'y a pas le même type de tradition des compétitions de la même façon, sauf dans l'établissement d'élite jésuite, par exemple, etc. Et donc, les parrainages est davantage toléré et prend des formes plus sociales que dans le modèle de l'école publique où le parrainage institutionnel est plus toléré que le parrainage social. Et je suis en train de faire une comparaison avec une jeune collègue entre la France et la Chine, et c'est intéressant parce que la Chine est encore un cran plus loin que la France dans le fait de tolérer très fortement le parrainage institutionnel et avoir quasiment éliminé à une époque le parrainage social, parce que les familles n'avaient plus leur mot à dire du tout, c'est plus le cas aujourd'hui, mais pendant un certain temps, les familles ont été totalement exclues, mais alors le parrainage institutionnel était à fond. L'idée que les enseignants ne s'intéressent qu'aux bons élèves est totalement admise et totalement fait partie intégrante du système. Donc, voilà, il y a des formes de prolongement aussi avec des comparaisons, soit à l'intérieur du système français, soit effectivement avec d'autres systèmes. Mais je m'arrête là. Merci. Thank you.